Jean-Luc, on a 10 minutes. Ça va être vraiment express, hein, parce que tous les deux, on aime bien parler quand on se voit. D'abord, ça fait plus de 2 ans maintenant que tu es à l'Union des marques. Enfin, non, ça fait moins de temps. Ça fait quelques mois, parce qu'avant, c'était l'UDA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, UDA, Union des marques? Pourquoi ce passage? En fait, merci Andrés de me faire venir ici, parce que j'aime bien ce moment, moi aussi, où on peut se lâcher. Il n'y a pas de tweet, hein, c'est ça. Tous les tweets sont bloqués à partir de maintenant. Exactement, les tweets sont bloqués. C'est bon. Internet est bloqué. Et en fait, j'aime pas le terme d'annonceur. Je ne l'ai jamais aimé. Il a été utilisé plein de fois là depuis que je suis arrivé. Je le déteste. Pourquoi je le déteste? Parce que, en fait, j'ai travaillé chez Procter, je travaillais chez Nestlé, je ne me suis jamais senti un annonceur. Et j'ai été hier dans une grande marque d'assurance française. Et quand je parlais avec le directeur de la communication de ce sujet, Marc, il me posait cette question: pourquoi vous êtes devenu Marc et annonceur? J'ai dit: est-ce que vous vous êtes déjà senti un annonceur? Il m'a dit: non, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est de développer des marques. Et mon métier, depuis 30 ans, c'est de développer des marques. La dimension annonceur, c'est une dimension de relation avec une agence, un média. On est client quand on est annonceur. La marque, c'est sa relation avec ses publics, c'est sa relation. C'est un bien. À la fois, c'est une marque employeur, c'est une marque B2, ça peut être une marque B2B, c'est une marque commerciale. Et je pense que c'est ça notre mission. Depuis 100 ans, nous nous appelions Union des annonceurs. Je pense qu'enfin, nous portons le nom que nous devions porter depuis le début, l'Union des marques. Et après, une fois qu'on a dit qu'on s'appelle comme ça, il faut qu'on agisse. Et qu'on porte un certain nombre de sujets. Et toi, je crois que le thème de la journée, c'est reprendre la main. Tout à fait. Alors, j'ai demandé à ce que... Il y a vraiment matière. Voilà, j'ai demandé à ce que les autres ne reprennent pas trop ce titre, mais pour toi, ça se justifie parce que tu représentes une association, un syndicat, enfin, les marques en général. Donc maintenant, tu es directeur général de l'Union des marques. Qu'est-ce que ça veut dire pour les marques, reprendre la main? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce qu'on n'a pas des brand killers un peu partout? Voilà, qu'est-ce que ça t'évoque? Alors moi, c'est jamais trop tard, parce que si c'est trop tard, il faut s'arrêter là, puis on va prendre un café ou faire autre chose. C'est d'autant plus nécessaire que le fond du sujet, et là aussi pour discuter avec beaucoup de dirigeants de grandes marques et de grandes entreprises, on n'a jamais vécu un moment comme celui dans lequel on est aujourd'hui. Le brand bashing, il est au plus haut. La confiance dans les marques, elle est au plus bas. Les interrogations des publics sur tous les sujets. Hein. Quelle action une marque aujourd'hui prend-elle pour agir sur le climat? Quelle action prend-elle pour être plus inclusive et pour refléter mieux la diversité de la société? Toutes ces questions-là, pour être franc, on n'y a pas apporté suffisamment de bonnes réponses parce que sinon on ne serait pas là à s'en parler. Donc maintenant, il faut, et je pense que les marques le font, hein, moi je ne suis pas là pour leur donner des leçons, je suis là pour essayer de les accompagner, pour se transformer, et quelque part, on a positionné comme ça l'Union des marques pour être un pas en avant. Poil à gratter de temps en temps pour dire, bah oui, il faut s'engager. Donc reprendre la main, c'est reprendre la main sur des sujets de responsabilité, c'est s'engager sur des sujets de responsabilité. Ça veut dire quoi, s'engager? Ça veut dire prendre vraiment des décisions très structurantes sur la manière dont on représente, eh bien, par exemple, les stéréotypes, comment on réduit les stéréotypes dans la communication publicitaire, dans toutes les communications, comment on représente mieux le handicap dans nos communications et dans notre façon de nous adresser à nos publics, comment, sur l'environnement, et je peux vous assurer que le programme FAIR, qui est donc notre programme qui réunit déjà 36 entreprises et qui, je l'espère, va en réunir beaucoup plus à partir de 2020, il va se tourner très fortement sur des sujets d'environnement. Un sujet, je ne sais pas si vous en avez parlé aujourd'hui, l'impact du numérique sur l'environnement. Est-ce qu'on le mesure assez? Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de générer en nombre de mails, de clics et autres outils que nous utilisons tous les jours et qui ont un impact de plus en plus important sur l'environnement. Donc ces sujets-là, on ne peut pas les laisser de côté parce qu'un jour, ils vont nous rattraper. Et je voudrais juste, comme on a un temps limité, je voudrais quand même vous dire quelque chose. Quand j'entends tout à l'heure les présentations qui parlent d'une augmentation de 15% du taux de clic, d'une baisse du CPC, etc., je me dis une chose, et je repense à une discussion que j'ai eue il y a quelques semaines avec un patron d'un trading desk qui est venu me voir et qui m'a dit: j'ai un cas formidable à vous présenter. Je ne donnerai pas le nom de la marque, mais une très belle marque d'agroalimentaire. On a fait un truc formidable avec eux. Ils avaient une campagne promo et il fallait envoyer des gens sur leur site pour participer à cette promo.
Et on a des scores dingues. Alors, j'ai dit, dites-moi, on a 66 000 personnes qui sont allées sur le site pour s'inscrire pour cette promo. J'ai formidable. Et je lui demande, mais combien d'impressions vous avez délivrées? Alors il cherche parce que ce n'est pas forcément l'élément qu'il avait forcément en tête. Et puis il regarde, il me dit, on a délivré 39 millions d'impressions. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, c'est quand même ça qu'on fait tous les jours. On est en train de délivrer des dizaines de millions d'impressions, hein, ce que vous évoquiez. Moi, je ne crois pas que le 80% du temps qu'on a passé sur le tuyau et la manière d'adresser, on l'a bien fait. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on y est du tout. Parce que sinon, on n'enverrait pas 39 millions d'impressions pour que 66 000 personnes, éventuellement, viennent cliquer pour voir une promo à laquelle peut-être une centaine va finalement participer. Et si on en est là, si le ad-blocking en est là, c'est parce qu'on balance tous les jours des dizaines de millions d'impressions. Donc je crois que reprendre la main... Oui, pardon. Poil à gratter, mais j'ai envie de réagir tout de suite, si tu permets. Non, mais juste dernier mot. Je pense que reprendre la main, c'est que les marques, à un moment, arrêtent de regarder le plus 15% de clics, mais regardent le combien de millions d'impressions elles ont délivré pour délivrer les clics qu'elles ont obtenus. Tu me connais trop maintenant. Tu sais la question que je vais te poser. Tu me réponds avant que je pose la question. Ce que j'allais dire tout à l'heure, on en parlait, le bailleur de fonds de tout ça, c'est les marques. Est-ce que les marques en font assez? Est-ce que vous, l'Union des marques, vous en faites assez, je dirais, pour mettre un peu de discipline dans tout ça? Est-ce que et même, il faut aller un peu au-delà, il faut aider les médias, parce que les médias, quelque part, ils peuvent proposer des formats vertueux, mais s'ils ne sont pas suivis par leurs bailleurs de fonds, eh ben, il faut qu'ils aient leur quarter, le dirigeant d'un média devra défendre ses résultats, etc. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour aider les médias? J'attends pas de l'angélisme, on sait qu'il y a des puissances publicitaires, technologiques, algorithmiques, mais concrètement, de manière efficace, qu'est-ce que vous faites? En quoi vous participez à un peu l'amélioration de ce monde média? Écoute, c'est exactement la question qu'il faut se poser. C'est-à-dire que ce n'est pas le temps de faire le constat tel que je viens de le faire. C'est plutôt facile de faire ça. Ce qui est plus difficile, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait maintenant. Nous, on a pris un certain nombre d'actions. Digital at Trust. J'en ai été à l'époque, à l'origine, avec Sophie Poncin qui était là tout à l'heure, on a lancé cette idée un peu folle de créer un label pour que des sites internet puissent montrer de manière formelle et jugée par un tiers de confiance qu'elles protégeaient les marques, qu'elles luttaient contre la fraude. Où est-ce qu'on en est? Le temps passe. Oui. Je fais le hard talk. Où est-ce qu'on en est? Digital at Trust, les résultats 140 sites se sont labellisés. En janvier, on a fait signer par 15 grandes entreprises, Orange, Procter, Unilever, je pourrais les lister là, un appel à utiliser, à prioriser le Digital at Trust. Moi, je vous donne rendez-vous le 31 janvier parce que le 31 janvier, les engagements pris, on va les mesurer. On a un événement FAIR 2020 dans lequel on va partager les résultats, c'est-à-dire qu'on va dire, voilà, les marques se sont engagées, qu'est-ce qu'elles ont fait? Parce qu'aujourd'hui, si on parle de responsabilité, il faut à la fois s'engager et ensuite démontrer, avoir les preuves de ces engagements. Donc ça, on le fera le 31 janvier et tu verras que les marques ont réellement bougé leurs investissements publicitaires pour aller vers de plus en plus de sites qui sont labellisés. Malheureusement, on pourrait y passer du temps dessus. Il y a 140 sites labellisés, mais les outils programmatiques dont certains ont été listés aujourd'hui, ils vont aller chercher de l'impression publicitaire sur plusieurs milliers de sites Internet. Est-ce que vous faites des choses pour travailler les référentiels, pour travailler la transparence sur les sources? Absolument. Le référentiel, on l'a lancé il y a quelques jours auprès des régies et vous allez voir des news apparaître dans les jours qui viennent. On lance un référentiel de la mesure de l'efficacité qui est une plateforme dans laquelle on va référencer les KPI qui sont pertinents pour mesurer de l'efficacité et surtout, on ne référencera, comme son nom l'indique dans un référentiel, que des études qui auront été visées par un tiers de confiance, qui est en l'occurrence le CESP qui va travailler avec nous. Donc on met en place ces outils pour qu'on arrête de pouvoir utiliser des chiffres un peu à tort et à travers. Et puis dernier point, si on veut pouvoir mesurer l'efficacité, il faut pouvoir tracer l'impression publicitaire. Or aujourd'hui, nous ne pouvons pas la tracer puisqu'il n'y a pas un identifiant de campagne unique. Le Trust ID, qui est cette idée française, mais qui a vocation à être internationale, de créer un identifiant de campagne unique, ça c'est un sujet qu'on porte et qu'on pousse. On a 4 entreprises qui sont pilotes là sur ce sujet et on espère bien le déployer l'année prochaine. Ça passe vraiment trop vite. Je pense que l'année prochaine, il faut qu'on se mette 5 minutes de plus. Moi, je vais te poser une question qui n'a rien à voir avec tout ça. Et en fait, pour moi, ça a à voir, on en a un peu discuté. Est-ce que les marques sont Zemmour responsables ?
Qu'est-ce que tu ferais, toi? Est-ce que tu investirais dans une émission avec Éric Zemmour? Moi, en tout cas, je n'ai pas à avoir d'opinion en tant que marque sur Éric Zemmour ou qui que ce soit. Il y a un débat Je n'ai là-dessus. pas à Il avoir y a une d'opinion. agence qui s'est positionnée en Et disant heureusement qu'il ne fallait pas Et investir. heureusement que je n'en ai pas, parce que ça serait un drôle de monde, le monde dans lequel les marques commenceraient à dire lui, il a le droit de parler et lui, il n'a pas le droit de parler. En revanche, il y a deux sujets. Il y a le sujet, en anglais on dit brand safety, et j'ai cherché un peu avant de venir parce que je me suis dit c'est quand même trop facile d'utiliser de l'anglais en permanence. Donc il y a la protection de la marque et il y a l'adéquation de la marque. Donc c'est brand safety, brand suitability. La protection de la marque, c'est s'assurer qu'elle n'est pas dans un contexte illicite. Et ça, c'est au régulateur, au CSA en l'occurrence, de dire si Éric Zemmour et d'autres s'expriment de façon acceptable et licite sur une chaîne de télévision. Ça, c'est le premier élément. Et puis après, il y a l'adéquation. C'est-à-dire que je suis une marque qui a un certain nombre de valeurs universelles et qui n'a pas envie d'être dans un contexte polémique. Eh bien, je n'ai pas à y être, et à ce moment-là, que ce soit Éric Zemmour ou qui que ce soit d'autre, je ne suis pas dans un contexte polémique. Donc je choisis mon environnement, mais je ne choisis pas, et je ne suis pas, les marques ne sont pas les censeurs de... Mais les marques aujourd'hui se prétendent sociétales, prétendent avoir des missions. Bien sûr. Comment est-ce qu'on répartit tout ça? Et tu as 2 secondes pour le dire, pour répondre. Oui, tu me poses une question qui mérite sans plus réponse. que 2 secondes. Ouais, tout à fait. Les marques, elles participent, et ça a été dit par Prisma, et c'est très important, elles participent de cette économie de la publicité qui fait qu'on a des médias libres. Moi, je crois qu'il faut continuer à avoir ça. Sinon, on aura des médias payants qui seront accessibles à très peu de gens, et tout le reste de la population sera soumise à des fake news, des infox en permanence. Donc, elles doivent continuer à financer les médias, elles ne doivent pas devenir les censeurs des médias, mais elles ont les choix, heureusement, de pouvoir choisir les contextes dans lesquels elles ont envie d'apparaître. Moi, j'aurai une conclusion. La prochaine fois, on se met au moins 5 minutes en plus, parce que là, je suis très frustré. Ça allait vraiment trop vite. Je te remercie, Jean-Luc. Oui. Je remercie aussi l'Union des marques du soutien qu'on a. C'est très précieux pour nous. On travaille sur une même cible, qui sont les grandes marques. Merci infiniment, Jean-Luc. Merci à toi. On est très content de ce À l'année partenariat. prochaine. À l'année 15 prochaine. minutes, hein, je te promets.